Une expédition franco-américaine aurait repéré l'épave du paquebot Titanic. In about 4 kilometers of water. Titanic. Titanic. Fascinés par la découverte de Ballard, d'autres chercheurs se rendent au site. Parmi eux, Paul-Henri Narjolet, capitaine dans la marine française, vétéran de l'exploration sous-marine. Mais rien ne l'a préparé à cette rencontre avec le Titanic en 1987. J'ai eu la chance de faire partie du premier équipage qui a plongé avec un sous-marin habité, le Nautil. Il ne faut pas s'en cacher, le plaisir de faire partie de la première équipe, c'est toujours quelque chose. Le plaisir de voir de ses propres yeux enfin le Titanic, puisqu'on travaillait sur l'épave depuis près de 2 ans. On avait raté une première saison, puisqu'on ne peut plonger sur l'épave que pendant l'été en général. Donc on avait manqué la première saison. Donc la deuxième saison, quasiment 2 ans après, il y avait une attente. Et finalement, d'un seul coup, allez, on y va, on y est, ça y est, ça commence. Donc on s'est dit, pourvu qu'il n'y ait pas encore un problème et qu'au dernier moment, ce soit annulé. Bon, il y avait toutes ces émotions. Et puis, il y a l'émotion d'arriver sur cette épave historique absolument extraordinaire. Et quand on est arrivé sur l'épave, les 3 personnes qui étaient dans le sous-marin, puisqu'on est 3, on a été extrêmement émus, quoi. La première fois qu'on est arrivé sur le site du Titanic, pour moi, et je me souviens que j'avais les bras sur la rambarde du bateau et je pensais donc au Titanic, je pensais à toute l'histoire, tout ce qui s'était passé et au naufrage lui-même, parce qu'on essaie de comprendre le naufrage, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Le drame s'est passé en surface et c'est là que j'ai l'émotion la plus grande à chaque fois. Le drame du Titanic, je le sens en surface beaucoup plus qu'au fond. Quand on est arrivé sur le côté de l'épave, on est monté et on est arrivé, on a vu le pont où il y a les chaînes d'ancre, les treuils, enfin, etc. Et dans le sous-marin, en général, on est tout le temps en train de parler, on raconte ce qu'on fait, on raconte ce qu'on voit. D'un seul coup, on s'est arrêtés tous de parler, tous les 3, puisqu'on est 3 dans le sous-marin. Et puis chacun a regardé ce qu'il voyait, a pensé, a eu ses propres pensées. Pendant près de 10 minutes, il n'y a pas un mot dans le sous-marin. On a eu quelques pensées pour les passagers, parce que quand vous voyez la plage avant du bateau, forcément l'histoire vous revient au visage et vous vous souvenez de ce que vous avez lu, de ce dont vous avez entendu parler, et c'est ce qui nous est arrivé. La grosse différence entre le Titanic et les autres épaves, c'est d'une part la profondeur, parce que c'était une épave très profonde, et c'est la première fois que j'allais plonger sur une épave à cette profondeur. C'est actuellement l'épave la plus célèbre dans le monde, et ça l'était déjà dans les années 80. Il est certain que le film Titanic de James Cameron a encore amplifié ce phénomène, mais c'était déjà une épave un peu mythique pour les plongeurs. Comme on est arrivé sur l'avant du bateau qui est plutôt en bon état, on reconnaît tout. Il y a des grands treuils sur la passerelle qui étaient en cuivre et qui sont toujours brillants, parce que par l'effet du courant, il n'y a rien qui se dépose dessus, il n'y a pas de concrétion parce que c'est du cuivre. Et on a vu parfaitement au milieu qu'ils avaient été construits à Glasgow, en Écosse. Il y a le nom de la compagnie et ça se voit comme si c'était neuf, quoi. Je veux dire, je suis sûr que quand le bateau était neuf, on ne les voyait pas mieux que ce qu'on les voit maintenant, quoi. On a envie d'aller voir, on a envie de regarder. C'est pas de la curiosité malsaine d'ailleurs, c'est de la curiosité parce que c'est une envie de connaissance. On voit la salle de bain du commandant, il a une baignoire et on se dit tiens, il y a beaucoup de tuyaux. Il n'y avait pas, comme maintenant dans une baignoire, il y a un tuyau d'eau chaude, un tuyau d'eau froide. Là, il y en avait 4 ou 5. On s'est dit, tiens, pourquoi? Et j'ai appris qu'après, le capitaine pouvait prendre des bains à l'eau douce ou à l'eau de mer. Il avait le choix. Donc, il avait de l'eau douce froide et chaude et de l'eau de mer froide et chaude. On a vu, par exemple, dans le gymnase du Titanic, il y avait une bicyclette.
Bon, ben, on a vu à travers la fenêtre, on voit la pédale de la bicyclette. Alors, parce qu'il y a probablement d'autres choses qui sont tombées dessus, mais on voit cette pédale. Donc on dit, tiens, effectivement, la pédale était près de la fenêtre, et ben, elle est toujours là, la bicyclette est là, quoi. C'est ce qui est extraordinaire dans une épave, c'est que la vie s'arrête en une seconde, et vous retrouvez tout figé. Et ça, c'est très typique dans les plongées, par exemple dans les lacs où les épaves sont très très bien conservées. Vous pouvez retrouver les assiettes sur les tables, vous trouvez tout. Les choses n'ont quasiment pas bougé et ne bougeront jamais. Le Titanic est en bon état, en autant qu'un navire qui gît depuis 73 ans par 4000 mètres de fond puisse être en bonne condition. Eva Hart est opposée au renflouage du Titanic. I don't want to see it. I look upon it as my father's grave. And I feel, with all the ghastly things that happened, it should be left. Moi, je dis c'est un point de vue, je le respecte. Je comprends que les gens disent bon, il faut rien toucher, enfin, etc. Moi, c'est pas mon avis. Le désastre s'est produit en surface, il s'est pas produit au fond. Les gens sont morts en surface. Parce qu'ils sont morts de froid, Bon, il y a sûrement quelques personnes qui ont été enfermées dans l'épave. Quand le bateau coule, si vous n'avez pas quelque chose de particulier à faire pour essayer de sauver le bateau, vous allez à l'extérieur, parce que vous vous dites j'ai une chance de m'en sortir, c'est quand je suis dehors, c'est pas quand je suis dedans, si le bateau coule. Donc, je veux dire, à mon avis, 99% des gens étaient dehors. Donc, s'ils avaient un gilet de sauvetage, ils sont restés en surface. Il y a des bateaux qui sont partis du Canada et qui ont récupéré plus de 380 corps qui étaient à la dérive dans les jours qui ont suivi. Donc, il y a très peu de gens qui ont coulé avec le bateau. Il y en a quand même, il y en a. Mais moi, je visite une épave. Vraiment, je le vois comme une épave de bateau. C'est une épave magnifique de toutes les façons. L'épave elle-même, elle est absolument splendide, quoi. Je pense que c'est une bonne chose de remonter des objets, de les conserver, de les montrer dans des expositions, que tout le monde puisse conserver cette mémoire. C'est quand même un accident extrêmement important qui a beaucoup marqué le début du XXe siècle. Et il n'y a pas de sacrilège. C'est une bonne chose d'avoir récupéré les choses avant que ça disparaisse. On a récupéré des lettres, par exemple. On a pu relire des lettres de gens, retrouver des familles, retrouver des histoires grâce à ces lettres. Si on n'était pas allé là, tout ça, ça aurait été complètement oublié. L'épave se détériore toujours à la même vitesse, mais les effets du temps sont plus visibles. Parce que pendant des années, bon, les ponts ils avaient l'air bien, mais l'épaisseur des tôles diminuait, et puis un beau jour, vous commencez à avoir un petit trou, et puis le trou s'agrandit, et maintenant, sur les ponts, il y a des grands trous. Le bateau devient de plus en plus fragile. Ça devient risqué d'aller à l'intérieur, même avec un petit engin, parce que ça peut s'écrouler à tout moment, quoi. On pense, on en est à peu près sûr, que le bateau s'est cassé pratiquement en surface ou très près de la surface quand il a commencé à descendre. Donc il y a eu les deux morceaux se sont séparés et il y a évidemment beaucoup d'objets qui sont sortis du bateau et qui forment un champ de débris. Et ce champ de débris, il fait à peu près 2500 mètres de long sur à peu près 1400, 1500 mètres de large. Donc c'est quand même une grande surface sur laquelle on trouve les deux parties principales. Il y a assez peu d'objets entre l'avant et l'arrière. Beaucoup d'objets sont dans l'est de l'arrière et dans le sud de l'arrière. Pourquoi? Parce que probablement le courant devait venir du nord et aller vers le sud. Donc quand les objets les plus légers sont allés très loin, ils ont dérivé pendant longtemps. Les objets légers, c'est des petits morceaux de charbon ou ce sont des assiettes, par exemple, qui sont descendus comme une feuille morte, quoi, qui tombe d'un arbre. Les morceaux lourds, comme les chaudières, comme tout ça, c'est tombé à la verticale directement. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mythes au sujet du Titanic. Une des grosses questions, c'était de voir quel dommage l'iceberg avait fait à la coque du Titanic. Alors les deux commissions d'enquête, qui étaient une commission d'enquête américaine et une commission d'enquête anglaise, ont conclu qu'il y avait une brèche qui faisait 100 mètres de long sur le côté tribord.
Donc on s'est dit, on la verra cette broche. Hein. Donc, alors l'extrême avant, c'est difficile de voir parce qu'il y a beaucoup de vases. La vase remonte très très haut. L'avant du bateau est presque enfoui d'une dizaine de mètres dans le sédiment. Hein, donc on voit de la vase de chaque côté et c'est difficile de voir. Mais à 100 mètres, ça amène assez loin sur l'arrière et on n'a rien vu. Moi, ça m'a toujours un petit peu troublé parce que, je dis, un bateau qui a une brèche de 100 mètres de long, il coule en 10 minutes. Je prendrai comme exemple qui s'est passé au Canada, l'Empress of Ireland, qui a coulé dans le Saint-Laurent, qui a eu une brèche probablement très importante. Il a coulé en 10 minutes. Le Titanic, il a quand même mis 2h30 pour couler. Donc si le Titanic avait une brèche de 100 mètres de long, à mon avis, en 10 minutes, il coulait, quoi. Or, ça n'est pas le cas. Donc on a été quand même très très surpris quand on est arrivé. Et ça fait partie, si vous voulez, de tous les mythes du Titanic. J'espère qu'on retournera sur l'épave en 2012 pour le 100e anniversaire. Parce que bon, il y a encore des choses, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le Titanic. « 1912 est une année d'optimisme et de prospérité. Le Canada n'a pas 50 ans et est en plein essor. Les Bulldogs de Québec viennent de remporter la Coupe Stanley. À Ottawa, le Château Laurier, un tout nouvel hôtel de luxe, ouvre ses portes. Et en Alberta, un modeste rodéo deviendra le Stampede de Calgary. 1912, c'est encore l'insouciance. On est loin de la guerre, même si la presse en parle beaucoup. Eh bien, c'est l'insouciance totale, c'est-à-dire que aucun grand désastre n'étant encore arrivé, les gens ne pensent pas que ce sera leur navire qui va en faire les frais, qui va être la première grande catastrophe du monde moderne. Un des survivants a écrit que le 19e siècle s'est achevé le 14 avril 1912. C'est-à-dire que pour lui, la société était loin d'avoir évolué en 1912 et qu'on était encore dans une société frivole du 19e siècle. On est dans une société qui n'envisage pas, qui ne peut pas imaginer une catastrophe et qui ne veut pas imaginer une catastrophe. Et donc à partir de ce moment-là, lorsque la catastrophe arrive, personne n'est préparé. Le naufrage du Titanic va provoquer un événement jusqu'alors inconnu, ce sont les gros titres des journaux. Jusqu'au naufrage du Titanic, les gros titres sur 8 colonnes, avec des lettres de 20 cm de hauteur et de 3 cm d'épaisseur, ça n'existait pas. Le naufrage du Titanic va créer un véritable émoi dans la presse. Au moment même où on commence l'évacuation des passagers, l'information est relayée par la télégraphie sans fil. New York est au courant, Londres est au courant, Paris est au courant, Madrid est au courant. Le monde entier va relayer l'information qui va faire le tour du monde. Et on va vivre quasiment minute par minute la mort du paquebot. Au moment où les premières informations commencent à arriver via la TSF, on n'a pas les mêmes informations en Europe et aux États-Unis, tout simplement à cause du décalage horaire. Donc lorsque les premières informations vont commencer à arriver à New York, les journalistes vont commencer à se poser des questions. Les informations officielles de la White Star Line, qui sont représentées par M. Franklin à New York, sont que le navire a eu un accident, mais qu'il a été pris en charge par d'autres navires, le Virginian, le Parisian, et qu'ils sont en route pour Halifax, où tout le monde sera débarqué, qu'il n'y a pas de victimes, que l'accident n'est pas si grave que ça. Or, les informations ont arrêté d'être reçues de manière officielle très tôt dans la nuit. Et donc le rédacteur en chef du New York Times, Carl Van Landa, va avoir le courage, il va prendre la décision d'annoncer le naufrage du Titanic. Il n'en a absolument pas la certitude, mais il se dit, comme les télégrammes n'arrivent plus et que les informations que nous avons sont assez alarmantes, eh bien on peut prendre la décision d'annoncer le naufrage du Titanic. Et c'est ainsi que le New York Times va, le 15 avril, annoncer le naufrage du Titanic, alors que tous les journaux américains annoncent, eux, les nouvelles officielles, c'est-à-dire l'accident
qu'il y aurait peut-être des victimes, mais en tout cas, le navire est toujours à flot et on est en train de le tracter vers Halifax. Ce sont d'autres navires qui l'ont pris en charge. On sait ce que le naufrage du Titanic a provoqué dans l'économie américaine, alors qu'il a coulé. Alors imaginons si le navire n'avait pas coulé et qu'on avait annoncé une fausse nouvelle, ça aurait pu être vraiment très très dramatique pour la bourse américaine notamment. Il ne faut pas oublier que les femmes des milliardaires américains qui ont survécu ne sont que les épouses des milliardaires. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas savoir gérer parce qu'elles ne sont pas formées pour ça et que la société américaine de l'époque ne veut pas qu'elles soient à la place de l'époux. Elles ne vont pas savoir gérer les compagnies gérées par leurs époux. Et donc pour la bourse américaine, c'est un véritable cataclysme. On n'a jamais encore été confronté à ce genre de situation, où que ce soit dans le monde, et encore moins en Amérique. Un patron d'industrie qui disparaît pour une raison ou une autre, d'accord, mais autant de personnalités, c'est la première fois. Et c'est la première fois que les assurances vont devoir couvrir tout ça, c'est la première fois que les industries vont se retrouver sous le choc de la disparition de leur fondateur. Ça, c'est un véritable traumatisme pour l'Amérique. Lorsque le Carpathia accoste à New York, c'est la ruée. Plus de 500 journalistes, des correspondants d'agences de presse, des opérateurs de télégraphe et des artistes arrivent sur place pour couvrir l'événement du siècle. Le naufrage du Titanic va créer un véritable phénomène qui est la révolution de la presse. On va s'arracher les dépêches, on va s'arracher les témoignages des survivants, les photos. On voit à l'arrivée du Carpathia à New York, la plus grosse foule réunie, ce sont les journalistes. Et si le Carpathia arrive sous l'orage et sous les éclairs, eh bien le plus grand nombre d'éclairs, ce sont les photographes qui sont là pour photographier le Carpathia qui arrive. Évidemment, les photos sont de qualité effroyable. On ne voit quasiment rien, c'est de très mauvaise qualité. Il fait nuit, il pleut. Les appareils photos de l'époque sont évidemment de la qualité de l'époque. Et toutefois, il faut immortaliser l'arrivée de ce bateau, il faut immortaliser l'arrivée de ses survivants. C'est une véritable révolution dans l'histoire de la presse. Le New York Times, pendant des années, a publié l'acte de décès des survivants du Titanic comme s'ils étaient de véritables personnalités, alors qu'ils n'étaient qu'un monsieur et madame tout le monde, dont les propres voisins, souvent, ne savaient pas qu'ils avaient été survivants du Titanic. Aujourd'hui, on en parle. Le Titanic a été, en 1998, le 3e mot le plus prononcé au monde. Aujourd'hui, il est le 8e mot le plus prononcé au monde. Il a un petit peu perdu de sa valeur. Il apparaît après Dieu et Coca-Cola. Ce sont les valeurs que les gens cherchent sur l'Internet, ou en tout cas les mots les plus prononcés sur cette planète. C'est vrai que le film de Cameron a évidemment beaucoup joué quant à cette identité bateau Titanic. Mais si aujourd'hui le Titanic est encore dans les mentalités de chacun, c'est probablement parce que c'est l'accident impossible, c'est le rêve qui tourne au drame, c'est la fin d'une époque. Donc c'est vraiment un phénomène très intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire que 100 ans après son naufrage, le Titanic suscite le même intérêt, voire plus d'intérêt encore, mais un intérêt beaucoup plus scientifique, beaucoup plus particulier, beaucoup plus pointu. Donc nous avons par exemple un livre sur l'orchestre du Titanic, et nous avons même un livre sur le chef d'orchestre du Titanic. Et donc ça ne sont plus des livres de banalisation. Donc aujourd'hui nous arrivons à avoir l'histoire de cette tragédie de manière très très précise, petit bout par petit bout, mais réalisée et documentée par des gens extrêmement sérieux. Au port de Cherbourg, en France, René-Jacques Lévy monte à bord. Il est revenu en France assister à des funérailles. Il s'était installé à Montréal 2 ans plus tôt avec son épouse et ses 3 filles. René-Jacques Lévy est né à Nancy en 1875 et il va être diplômé à l'Institut chimique de Nancy, qui est probablement, avec celui de Paris, le plus grand institut de chimie de France. Lorsqu'il va être diplômé, il va devenir le préparateur personnel du directeur de l'Institut de chimie, mais c'est un jeune homme qui a l'esprit extrêmement vif, c'est un jeune homme extrêmement curieux, et il va s'intéresser à énormément de choses.
Ce qui fait qu'en 1897, il va finir par quitter l'Institut de Nancy pour se rendre à Manchester, où il va retrouver son oncle maternel, Charles Dreyfus, qui dirige un laboratoire de recherche sur la coloration, donc sur la chimie des couleurs. En 1902, il rencontre des spécialistes d'un nouveau procédé dont on commence à parler, qui est la liquéfaction de l'air. Ce système l'emballe, il se met en parallèle de ses recherches sur la teinture, il se met à faire des recherches sur la probabilité de liquéfaction de l'air. Il va s'associer à un monsieur qui s'appelle Heilbronner, qui est vraiment un grand nom de la science, et ensemble, ils vont mettre au point un système de liquéfaction de l'air. Ce système va être breveté, ils vont obtenir un brevet pour cela, et il va être remarqué par les spécialistes du sujet, notamment un spécialiste français, M. Georges, qui va lui demander de le rejoindre dans son laboratoire. Il va en faire son collaborateur. Et c'est à ce moment-là que René Lévy quitte Manchester. Il revient travailler en France auprès de M. Georges pour mettre au point un système de liquéfaction de l'air. Ce système est si perfectionné qu'on l'envoie diriger la succursale de l'air liquide à Londres. Et de Londres, on lui dit « Écoute, il faudrait que tu partes au Canada et que tu ouvres une succursale à Montréal » dont tu seras le directeur. Donc Lévy voit sa vie totalement changer à ce moment-là. Non seulement il vient de se marier en 1903, mais aussi on lui propose d'émigrer définitivement au Canada, où il va devenir directeur d'une grosse entreprise, d'une grosse usine, dans le domaine dans lequel il excelle, c'est-à-dire la liquéfaction de l'air. Et c'est ainsi qu'il débarque à Montréal pour ouvrir la succursale de l'air liquide, qui existe toujours, qui est toujours visible à Montréal. Fin 1911, René-Jacques Lévy revient en France et puis à l'issue de ce séjour en Alsace-Lorraine, il revient à Paris et il décide de rentrer au Canada, retrouver sa famille. Il devait prendre un paquebot qui s'appelle la France et dont le voyage inaugural était prévu à la fin du mois d'avril 1912, mais il apprend que le Titanic fait escale à Cherbourg et qu'il va pouvoir rentrer 10 jours plus tôt chez lui. Et il se rend à Cherbourg, tout simplement, pour embarquer sur le Titanic le 10 avril 1912. Il sera passager de seconde classe, il partage sa cabine avec deux autres jeunes hommes, un jeune Français qui s'appelle Noël Malachar, et l'identité de la troisième personne n'est pas connue à ce jour. Et parmi les francophones se trouve sur le pont F une jeune femme qui s'appelle Marie Gerwan. C'est une jeune femme suisse. Et donc elle va se nouer vraiment d'amitié, on peut dire, avec Noël Malachar, qui occupe la cabine juste en face de la sienne. Noël Malachar étant le compagnon de voyage de René-Jacques Lévy. C'est par l'intermédiaire de Malachar qu'elle va faire la connaissance de Lévy. La présence des hommes français sur un navire est toujours un petit peu chevaleresque. Ils vont prendre Marie Gerwan sous leur aile, ils vont s'occuper d'elle pendant toute la traversée. Et notamment, elle se souviendra avoir partagé une discussion sur le pont le 14 avril 1912, tout près des canots de sauvetage. Et c'est à ce moment-là qu'elle va remarquer que René-Jacques Lévy, qui a toujours été un compagnon extrêmement joyeux, extrêmement gai, extrêmement pétillant, cet après-midi-là, son moral s'effondre. Et il va tenir des propos assez sombres, notamment à propos des canots de sauvetage, en disant « Vous vous rendez compte, si le navire devait faire naufrage, je préférerais encore couler sur le bateau plutôt que de descendre dans ces petits canots. » Il dit « Les cordes sont pas bonnes, la hauteur du navire est trop impressionnante, et comme c'est un scientifique, un chimiste, mais un scientifique, ça va quand même jeter un petit froid. C'est-à-dire que s'il parle de ce genre de choses, c'est qu'effectivement, il a peut-être repéré quelque chose dans la conception du navire qui lui semble un petit peu anormal. À 23h40, un gigantesque iceberg se dessine dans la nuit. C'est Marie Gerwan qui, la première, s'aperçoit qu'il y a eu un accident. Elle est dans sa cabine, sa compagne de cabine, Madame Boss, est en train de dormir et elle perçoit un choc. Elle va tout simplement enquêter dans le couloir et un steward lui dit « Non, il n'y a aucun souci, madame, vous pouvez vous recoucher ». Mais elle est persuadée que ce sont les machines qui ont explosé, qu'il y a eu un accident dans la machine, tout simplement parce que les moteurs du navire se sont arrêtés, elle ne sent plus les trépidations du navire. Donc elle va s'inquiéter un petit peu, et comme ses amis, Lévy et Malachar, occupent la cabine juste en face de la sienne, et bien par curiosité, elle va toquer à leur porte, elle va leur dire « Écoutez, il y a un souci avec le navire ».
Et c'est elle qui va alerter les hommes. Elle va retourner dans sa cabine, réveiller sa compagne de voyage. Elle va s'habiller assez chaudement et elle va tout simplement monter sur le pont. Elle perd de vue tous ses compagnons de voyage à ce moment-là, puisqu'elle est toute seule. C'est au moment où le canot numéro 11 est prêt à être mis à l'eau qu'elle entend son nom, elle entend qu'on l'appelle. Et c'est Malachar et Lévy qui l'ont repérée dans la foule et qui vont tout simplement la persuader en lui disant « Il faut que vous embarquiez, il faut quitter le navire. On vous rejoindra s'il y a un autre canot qui part. On vous rejoindra, mais vous, il faut absolument partir. Maintenant, on évacue les femmes et les enfants. » Elle n'était pas prête à ce moment-là à embarquer dans un canot, tout simplement parce qu'elle n'était absolument pas consciente de l'étendue du désastre qui allait avoir lieu. Elle ne savait absolument pas que si elle n'embarquait pas immédiatement, eh bien sa vie aurait été sacrifiée aussi. Et Malachar et Lévy vont la pousser à embarquer dans ce canot numéro 11. Marie Gerwanne garde en mémoire les mots de Lévy dans l'après-midi. Ces mots qui disaient que si les canots devaient être mis à l'eau, ils risquaient la noyade et risquaient tout simplement de s'effondrer. Donc elle est vraiment terrorisée à ce moment-là. Elle lève les yeux vers Lévy et Malachar qui sont sur le pont des embarcations et ils lui disent au revoir. Et c'est la dernière fois qu'elle va les voir. Je ne pense pas à titre personnel qu'il se soit sacrifié. C'est-à-dire qu'au moment où on évacue les femmes et les enfants, il y a tout simplement des actes de courage d'hommes qui disent « Tant qu'il y a des femmes à bord, je ne prendrai pas place dans un canot. » Et c'est probablement ce qui s'est passé dans la tête de nos deux Français. On sait qu'il y a d'autres passagers masculins qui sont partis, notamment dans le tout premier canot à avoir quitté le navire. On sait qu'il y a un certain pourcentage d'hommes de première et de troisième classe qui vont être sauvés. Et pourtant, en seconde classe, il va y avoir une sorte de retenue de la part des hommes, ce qui fait que 92% des hommes de seconde classe sont morts dans le naufrage. C'est le pourcentage le plus effarant du naufrage, évidemment. Il y a plus de victimes en seconde classe chez les hommes qu'en troisième classe, notamment. En juillet 1903, René-Jacques Lévy épouse une jeune institutrice qu'il a rencontrée à Paris, qui s'appelle Jeanne Royer. Ils vont avoir 3 filles ensemble, et lorsque Jeanne Royer va émigrer au Canada, elle va totalement s'investir dans l'éducation de ses filles. C'est une maman poule, et évidemment, elle est totalement fascinée, totalement amoureuse de son époux. Elle est vraiment, vraiment très fière de lui. Lorsque l'annonce du naufrage du Titanic va arriver au Canada, lorsqu'elle va consulter les listes de survivants, qu'elle ne va jamais trouver le nom de son mari, lorsqu'elle va comprendre que l'océan lui a définitivement pris son mari, puisque le corps de René-Jacques Lévy n'a jamais été retrouvé, eh bien, cette femme va s'effondrer. Elle va tout simplement continuer à élever ses filles, mais quelque chose a cassé dans sa tête. Elle a une sorte de fêlure qui fait que petit à petit, la folie va s'installer dans sa tête et elle va être internée dans un hôpital psychiatrique à Montréal, dont elle ne sortira jamais, et elle va décéder. Elle aura, je crois qu'elle avait 77 ans lorsqu'elle décède dans un hôpital psychiatrique, sans s'être jamais remise de la mort de son mari. René-Jacques Lévy était un grand scientifique, un grand chimiste. Il a déposé plusieurs brevets. Il aurait probablement laissé son nom dans l'histoire de la chimie française s'il avait eu le temps de pousser ses recherches ou le temps de vraiment lancer notamment l'usine qu'il venait d'ouvrir à Montréal. Je pense que ce serait devenu vraiment un grand chimiste. Il aurait peut-être une statue aujourd'hui ou une décoration. Enfin, en tout cas, son nom serait connu dans le milieu de la chimie. Pour cet anniversaire à Londres, on reconnaîtra le courage du chimiste René-Jacques Lévy, qui a aidé à sauver la vie de Marie Gerwanne. Avec beaucoup de retard, et pour le centenaire du naufrage, mais il est vraiment important que Lévy soit reconnu. Je trouve vraiment formidable que nos amis anglais aient enfin décidé de faire quelque chose pour que son nom soit honoré, connu et reconnu.